À la fête de mes parents, mon père a pris le microphone et a ri, Emma a eu ce qu'il y a de meilleur en moi. Notre autre fille a eu les restes. 67 personnes ont ri. Ma sœur a regardé le sol. J'ai posé ma fourchette et je ne suis jamais revenu. Je m'appelle Claire Donovan. J'ai 29 ans. Quand j'avais 24 ans, mon père s'est tenu devant un microphone face à 67 membres de ma famille élargie lors de la fête du 30e anniversaire de mes parents. Il a levé un verre de Merlot et a prononcé les mots que je n'ai jamais cessé d'entendre, Emma a hérité de la grâce de sa mère et de l'ambition de son père. Claire a eu les restes. Nous avons fait de notre mieux. La pièce est devenue silencieuse pendant exactement 2 secondes. Puis quelqu'un a ri. Ensuite, plus de gens ont ri. Ma tante Hélène a ri si fort qu'elle a renversé son verre de vin. Mon père a souri de toutes ses dents et a fait un clin d'œil à ma mère. Ma sœur a regardé le sol. J'étais assise à la table 4, la table ronde près de la porte de la cuisine, celle qu'ils avaient assemblée parce qu'ils avaient besoin d'un siège supplémentaire quelque part. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. J'ai posé ma fourchette sur l'assiette de poulet marsala à laquelle je n'avais pas touché. J'ai plié ma serviette, j'ai repoussé ma chaise et je suis sorti de la salle d'événements Whitmore à Buckhead, Atlanta, Géorgie. À 8h42 du soir, le 14 octobre 2019, je suis monté dans ma Honda Civic et j'ai conduit. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que je ne reviendrais jamais. 5 ans plus tard, mon téléphone a sonné à 6h51 du matin un mardi. Numéro inconnu, indicatif régional 404. J'ai failli laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. Puis quelque chose m'a poussé à répondre. Claire. La voix de ma mère semblait plus vieille, plus faible d'une certaine manière, même à travers le téléphone. Emma est. Elle s'est arrêtée. Il faut que tu rentres à la maison. Il s'est passé quelque chose. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Laissez-moi revenir en arrière. La famille Donovan vivait au 2214 Breckenridge Court, Marietta, Géorgie. Des briques beiges, des volets noirs, un jardin que ma mère gardait si parfaitement taillé qu'il ressemblait à celui d'un hôtel. Mon père était courtier en immobilier commercial. Ma mère donnait des cours de piano 3 après-midi par semaine et passait le reste de son temps à organiser la vie qu'elle voulait que les gens croient qu'elle avait. Emma est née en 1991. Je suis né en 1995. 4 ans d'écart, un univers différent. Emma a obtenu son diplôme d'ingénierie civile de l'Institut de technologie de Géorgie avec la mention summa cum laude. J'ai obtenu un diplôme en commerce de l'Université d'État de Kenso, que mon père a appelé l'école de secours lors d'un dîner un soir sans lever les yeux de son téléphone. Emma a couru le semi-marathon d'Atlanta à 23 ans. J'avais l'habitude de faire de longues promenades à la nuit tombée parce que je n'arrivais pas à dormir. Emma a décroché un emploi dans une grande société d'ingénierie à Midtown, gagnant $82 000 dès sa sortie de l'école. J'ai obtenu un poste de coordinatrice marketing à $38 000 et je travaillais un second emploi dans un bar à vin le week-end. Emma a fait décorer son appartement par des professionnels. J'ai meublé le mien grâce à Facebook Marketplace et un seul voyage chez IKEA. Les mathématiques de notre enfance étaient très simples. Quand Emma a été acceptée à l'Institut de technologie de Géorgie, mes parents ont emmené toute la famille chez Bones pour manger un steak. Quand j'ai été accepté à Kenso, ma mère a dit « Eh bien, au moins tu as été accepté quelque part ». La nuit où je leur ai parlé de mon travail au bar à vin, mon père a demandé si j'avais pensé à un plan de carrière plus sérieux. La nuit où Emma a obtenu sa promotion, ils ont organisé un dîner avec 12 invités. Ce n'était pas des coïncidences. C'était l'architecture de notre famille. J'ai gardé le silence sur la plupart de ces choses parce que j'avais appris très tôt que le souligner ne faisait qu'empirer les choses. Il n'y avait aucun moyen de gagner cette dispute. Toute plainte que je formulais devenait la preuve de ma déficience. Jalouse. Trop sensible. Tu ramènes toujours tout à toi. Je veux être précise ici, car j'ai passé beaucoup de temps en thérapie à apprendre à être précise plutôt qu'en colère. Mes parents n'étaient pas des monstres. Ils étaient des personnes qui avaient décidé, à un moment donné, quel enfant était le retour sur leur investissement. Et ils avaient tout organisé en conséquence. Emma était le plan. J'étais la variable. Et ils n'ont jamais pensé à remettre en question ce cadre parce qu'il ne leur avait jamais rien coûté, jusqu'à ce que ce soit le cas.
Mais cela vient plus tard. 14 octobre 2019. La fête d'anniversaire. 67 invités. Bar ouvert. Dîner de 3 plats. Un diaporama que ma mère avait passé 6 semaines à préparer. Il s'ouvrait sur une photographie d'Emma et de mes parents à sa remise de diplôme. J'étais sur exactement une diapositive, debout sur le bord d'une photographie de Noël de 2008, à moitié coupée, regardant quelque chose hors du cadre. Je ne me souviens pas de ce que je regardais. Probablement la porte. Le toast de mon père a duré 4 minutes et 22 secondes. Je le sais parce que je l'ai chronométré plus tard quand ma cousine Brie m'a envoyé la vidéo qu'elle avait prise sur son téléphone. 4 minutes et 22 secondes. Il a parlé des sacrifices de ma mère, des réussites d'Emma, de l'héritage familial, des petits-enfants qu'il espérait voir arriver. Il a parlé de la signification du nombre 30. Il a fait une blague sur son handicap au golf. Et puis, à la marque de 3 minutes et 40 secondes, il l'a dit. Emma a hérité de la grâce de sa mère et de l'ambition de son père. Claire a eu les restes. Nous avons fait de notre mieux. Il souriait quand il l'a dit. C'est la partie qui ne me quitte jamais. Pas les mots, le sourire. J'ai conduit jusqu'à un Waffle House sur Roswell Road et je me suis assise dans une cabine d'angle pendant 2 heures. J'ai commandé un café et je ne l'ai pas bu. Un serveur nommé Darnell l'a rempli 3 fois sans demander. À 11h15 du soir, j'ai conduit jusqu'à mon appartement à East Cobb et je me suis assise sur le sol de ma salle de bain jusqu'à presque 1h00 du matin. Je n'ai pas pleuré. J'avais dépassé le stade des pleurs depuis trop longtemps. J'ai bloqué mes parents cette nuit-là. Les 2 numéros, les 2 courriels. J'ai aussi bloqué Emma. Et cela a fait plus mal que le reste, parce que je voulais qu'elle prenne ma défense. Quand elle a regardé le sol à la place, quelque chose s'est terminé entre nous que je ne savais pas être déjà en train de se terminer. J'ai gardé une personne, ma cousine Brie, qui m'avait envoyé la vidéo 2 heures après mon départ avec un message texte qui disait seulement « Je suis tellement désolé ». Ce fut la seule reconnaissance que j'ai jamais reçue. Je veux aborder la chose qui est probablement dans votre esprit en ce moment, parce que j'ai vu assez de ces histoires pour savoir ce que les gens se demandent. Je n'ai pas bloqué tout le monde pour ensuite passer 5 ans à vérifier mon téléphone pour voir s'il y avait des messages. Je suis sincèrement passé à autre chose. Je veux dire par là que les 6 premiers mois ont été terribles, de la manière dont n'importe quel deuil est terrible. Et oui, c'est un deuil, même quand on est la personne qui est partie. Mais j'avais une thérapeute nommée Dr Anita Chery que j'ai commencé à consulter en janvier 2020 et elle m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Ma famille ne me manquait pas. Je pleurais la famille que je n'avais jamais eue. Ce sont des types de pertes différents, et ils nécessitent des types de guérisons différents. En 2021, j'avais arrêté de penser à eux pendant des semaines entières. En 2022, j'avais été promu au poste de responsable marketing principal dans une jeune entreprise technologique à Buckhead. 67 000 $. J'ai déménagé dans un appartement avec une chambre à Virginia Island. Plancher de bois franc, grande fenêtre, une cuisine dans laquelle je cuisinais réellement. En 2023, j'avais un petit groupe de vrais amis. Destiny, que j'avais rencontré dans un club de course à pied que j'avais rejoint, en partie par défi personnel. Marcus, un collègue de travail qui amenait son chien au bureau le vendredi. Priya, qui vivait 2 étages en dessous de chez moi et qui a frappé à ma porte un soir parce qu'elle pouvait sentir ma sauce pour les pâtes depuis le couloir. En 2024, j'avais 28 ans, je gagnais 74 000 $, je courais 3 matins par semaine et j'allais en thérapie un mardi sur 2. J'allais bien. Je veux le dire clairement, car les gens supposent que si vous coupez les ponts avec votre famille, vous devez en souffrir constamment. Ce n'était pas mon cas. J'avais construit quelque chose de solide. Puis est arrivé 6h51 du matin un mardi. Emma et le silence. J'étais debout dans ma cuisine dans mes vêtements de course, le téléphone pressé contre mon oreille, mon cœur faisant quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Que s'est-il passé? La voix de ma mère s'est brisée. Elle est à l'hôpital. Claire, s'il te plaît, viens. J'ai demandé quel hôpital. Ma mère m'a dit, Piémont, Atlanta, chambre 314. Elle s'est alors mise à pleurer. De vrais pleurs. Le genre que l'on ne peut pas simuler. J'ai éloigné le téléphone de mon visage pendant un moment et j'ai regardé la rue par la fenêtre.
Voici le problème quand on est la personne qui s'est échappée. Il y a une version de vous qui a guéri, qui est forte et qui sait exactement ce que vous devez et ne devez pas. Et puis il y a la version de vous de 5 ans qui vit encore quelque part dans votre poitrine. Et cette version ne sait rien d'autre que le fait que votre sœur est dans une chambre d'hôpital et que votre mère pleure. J'ai dit que je viendrais. J'ai conduit jusqu'à Piémont, Atlanta, en 22 minutes. J'ai trouvé ma mère dans la salle d'attente à l'extérieur de la chambre 314. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. Le gris était apparu dans ses cheveux. Elle portait un cardigan bleu que j'avais reconnu d'il y a des années. Elle s'est levée quand elle m'a vu et a tendu les bras. J'ai reculé instinctivement et j'ai regardé ses bras retomber. « Merci », a-t-elle dit. « Merci d'être venu. » J'ai dit, « Dites-moi ce qui s'est passé. » Mon père est apparu au bout du couloir. Il a 63 ans maintenant. Les mêmes cheveux clairsemés, la même posture d'un homme qui n'avait jamais remis en question ses propres conclusions. Il s'est arrêté quand il m'a vu. Quelque chose a traversé son visage qui n'était pas tout à fait de la culpabilité, mais qui s'en rapprochait. Elle a eu un accident, a dit ma mère. Sa voiture, la nuit dernière, sur la Interstate 285. Elle a perdu le contrôle près de la sortie Riverside. Un camion. Elle a pressé sa main contre sa bouche. J'ai senti tout mon corps s'immobiliser. À quel point est-ce grave? Clavicule cassée, 3 côtes fracturées, commotion cérébrale. Elle est stable. Ma mère a expiré. Elle va s'en sortir, ils ont dit. Mais Claire, elle te réclame. Elle t'a réclamé avant de nous réclamer nous. J'ai regardé mon père. Il étudiait le sol. J'aimerais la voir, ai-je dit. Je suis entré seul. Ma mère a commencé à me suivre, je me suis retourné, et quoi qu'il y ait eu sur mon visage, cela l'a fait s'arrêter. Emma était dans le lit avec un moniteur sur le doigt et un bandage le long du côté gauche de sa mâchoire. Son bras gauche était en écharpe. Elle avait l'air pâle et plus petite que sa taille réelle. Et quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer immédiatement, avant même que j'aie traversé la pièce. « Tu es venu ?» a-t-elle dit. Je suis venu. Je me suis assise sur la chaise à côté du lit. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Pas encore. J'avais besoin de savoir quelque chose d'abord. Elle a dit que tu avais demandé à me voir. Je sais que je ne le mérite pas. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Emma a regardé le plafond. Je pense à toi depuis 2 ans. Depuis mon divorce. Je ne savais pas qu'Emma avait divorcé. Ma poitrine a fait quelque chose de compliqué. Marcus et moi nous sommes séparés en 2022, a-t-elle dit. Je ne leur ai pas dit tout de suite. Il m'a fallu 3 mois pour ne serait-ce que prononcer le mot à voix haute. Et quand j'ai finalement dit à maman et papa, papa a dit. Elle s'est arrêtée. Il a dit, eh bien, nous savions que le mariage allait toujours être un risque avec tes horaires. Juste comme ça. Comme si toute la situation était une évaluation de performance. Elle a ri, puis a grimacé parce que rire lui faisait mal aux côtes. C'était la première fois que je comprenais ce que tu avais dû ressentir. Chaque jour où je n'ai pas répondu. Je suis désolé, a-t-elle dit. Pour la fête, pour n'avoir rien dit, pour être resté là. Je sais. J'aurais dû sortir avec toi. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. À l'extérieur de la chambre, je pouvais entendre les bruits de couloir d'un hôpital, des chariots, des voix murmurées et le bip du moniteur de quelqu'un dans une chambre éloignée. Emma a gratté le bord de son bandage. Il y a autre chose, a-t-elle dit. J'ai attendu. Quand tu es parti, elle a fait une pause, ils ont dit aux gens des choses sur la raison pour laquelle tu ne venais plus. Je suis resté très immobile. Quel genre de choses? Ils ont dit que tu avais fait une dépression nerveuse. Emma a regardé ses mains. Que tu avais décidé de couper les ponts avec la famille parce que tu étais jalouse de moi et que tu ne pouvais pas y faire face. Qu'ils avaient essayé de t'aider et que tu avais refusé. Ils ont dit ça à tante Hélène. Ils l'ont dit aux frères de papa. Ils l'ont dit aux gens de leur église. Elle a expiré. Je ne l'ai découvert qu'à Thanksgiving dernier. L'oncle Doug m'a demandé comment allait la pauvre Claire, et quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a poussé à lui demander ce qu'il voulait dire,
et il m'a raconté ce qu'ils avaient dit. La pièce m'a semblé très lointaine. 5 ans. 5 ans à vivre ma vie, à faire mon travail, à construire mes amitiés, à aller en thérapie, à courir le matin, à croire que j'étais simplement parti tranquillement et avec dignité. Et pendant tout ce temps, mes parents avaient construit une histoire sur moi en mon absence. Une histoire qui expliquait ce qui s'était passé à cette fête, qui transférait la blessure d'eux à moi. Qui faisait de moi la personne brisée, la jalouse, celle qui ne pouvait pas gérer la réalité. Ainsi, personne n'a jamais eu à regarder ce que mon père a dit dans ce microphone. Je me suis levé. Je ne vais pas m'effondrer, ai-je dit à Emma. Mais j'ai besoin de quelques minutes. Je suis sorti de la chambre, j'ai dépassé mes parents dans le couloir, j'ai dépassé le poste des infirmières, et je me suis tenu à la fenêtre au bout du couloir pendant 4 minutes, en regardant le parc de stationnement. J'ai respiré. J'ai fait ce que le docteur Chery m'avait appris à faire, c'est-à-dire localiser le sentiment dans son corps avant de décider quoi en faire. C'était dans ma gorge, mon sternum et sur le dos de mes mains. Puis j'ai redescendu le couloir vers mes parents. Ma mère a levé les yeux avec de l'espoir sur le visage, et cet espoir m'a mise plus en colère que tout le reste. Vous avez dit aux gens que j'avais fait une dépression nerveuse, ai-je dit. Mon père a ouvert la bouche. Ne le faites pas. J'ai levé une main. Emma me l'a dit. L'oncle Doug l'a confirmé. Je ne pose pas de questions. Je vous dis ce que je sais. Ma mère a dit, nous essayons de protéger. Qui? Silence. Qui protégiez-vous? Parce que ce n'était pas moi. Je n'étais pas là. Vous vous protégiez vous-même de devoir expliquer ce qui s'était passé à cette fête. J'ai gardé une voix égale. J'avais pratiqué cela, d'une certaine manière, pendant des années. Pas ces mots précis, mais la capacité de dire des choses difficiles sans m'effondrer. Vous vous êtes tenu devant un microphone devant 67 personnes et m'avez décrite comme les restes d'un être humain. Et puis, au lieu de vous excuser, vous avez passé 5 ans à dire à quiconque le demandait que j'étais le problème. Ma mère a commencé à pleurer. J'ai remarqué que je n'en étais pas ému comme je l'aurais été autrefois. Mon père a dit, les choses que j'ai dites à cette fête étaient censées être. Je sais ce qu'elles étaient censées être. Vous vouliez qu'elles soient drôles. Vous pensiez que mon existence était une matière à plaisanterie. Je l'ai regardé très directement. Savez-vous que je l'entends encore? Les mardis matins normaux, en m'habillant pour le travail, en préparant du café, cela tourne en boucle. Les restes. Nous avons fait de notre mieux. 5 ans et cela tourne toujours en boucle. Mon père a regardé ses chaussures. Je ne suis pas ici pour avoir cette conversation avec vous, ai-je dit. Je suis ici parce qu'Emma a demandé après moi, alors c'est là que je vais être. Je me suis retourné et j'ai marché vers la chambre 314, j'ai tiré la chaise près du lit et j'ai passé les 4 heures suivantes avec ma sœur pendant que mes parents restaient dans le couloir. Ce que j'ai trouvé dans cette chambre m'a surprise. Emma n'était pas la personne de qui je m'étais éloigné. Je ne dis pas cela comme une métaphore. L'Emma dans ce lit d'hôpital était quelqu'un que je ne reconnaissais pas complètement. Elle a parlé de son divorce avec le genre de précision qui signifiait qu'elle avait fait un vrai travail pour le comprendre. Elle a parlé de ce que cela avait fait de perdre l'identité d'être celle qui réussissait, celle dont la vie prouvait quelque chose. Elle a parlé de la thérapie, qu'elle avait commencé en 2022 après le départ de Marcus. Elle a parlé du moment où elle avait réalisé qu'elle avait passé toute sa vie à donner une représentation plutôt qu'à vivre. Je pensais que tu étais la malchanceuse, a-t-elle dit à un moment donné. Je le pensais vraiment. Je pensais que tu n'avais pas eu les mêmes opportunités que moi, et que c'était triste. Mais au moins je les avais. Elle a secoué la tête. Il a fallu que je perde tout ce qu'ils appréciaient chez moi pour comprendre que ce qu'ils m'avaient donné n'était pas une opportunité. C'était un instrument de mesure, et tu étais toujours à l'autre bout. Je lui ai demandé quelque chose que je me demandais depuis des années. Savais-tu ce que tu faisais à la fête? Savais-tu que c'était cruel et as-tu choisi de ne rien dire? Ou bien ne l'as-tu sincèrement pas vu? Elle a réfléchi. C'était la chose que j'ai le plus remarquée au cours de ces 4 heures. Emma réfléchissait aux choses au lieu de se défendre immédiatement. Je pense que je ne l'ai sincèrement pas vu sur le moment, a-t-elle dit lentement. J'étais tellement habitué à la façon dont il parlait de nous que cela ne m'apparaissait plus comme quelque chose d'inhabituel. Ce qui est une forme d'horreur en soi. Elle m'a regardé.
Je pense que j'ai commencé à le voir au moment où Marcus et moi avions des problèmes. J'ai essayé de dire quelque chose à maman une fois et elle m'a dit que je donnais trop d'importance à de vieilles blagues. Et c'est là que j'ai compris qu'il ne l'admettrait jamais, au grand jamais. Les documents de sortie sont arrivés en fin d'après-midi. Emma allait être transférée dans un centre de convalescence pendant une semaine. Son bras droit allait bien et elle pouvait gérer la plupart des tâches quotidiennes, mais elle avait besoin d'une surveillance pour sa commotion cérébrale. J'ai parlé moi-même au médecin traitant, je me suis assuré de comprendre le calendrier de suivi, les médicaments, les signes avant-coureurs de complications liées à la commotion. J'ai obtenu le nom et le numéro de son neurologue de suivi. J'ai tout noté dans l'application de notes de mon téléphone avec des horodatage. Mes parents ont attendu dans le couloir pendant tout ce temps. Avant que je ne quitte la chambre, Emma m'a tenu la main droite avec sa main droite. C'était maladroit à cause de l'écharpe, mais elle l'a tenue fermement. « Je vais arranger les choses avec toi », a-t-elle dit. Pas à cause de l'accident. Je m'y préparais avant l'accident. Je veux que tu le saches. Je n'ai rien promis. J'ai dit, je viendrai te voir au centre ce week-end. C'était suffisant pour le moment. Mes parents étaient tous les deux debout quand je suis sorti. Ma mère avait cessé de pleurer. Mon père avait les mains dans les poches. Le centre sur Peachtree Road, ai-je dit. Elle y sera jusqu'à mardi prochain. Le rendez-vous de suivi chez le neurologue est le 18. J'ai envoyé les détails sur le téléphone d'Emma. J'ai regardé les deux. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Pas parce que je m'attends à ce que cela change quoi que ce soit. Parce que j'ai besoin de le dire. Aucun d'eux n'a parlé. J'ai passé 5 ans à construire une vie qui n'a rien à voir avec vous deux. Pas par méchanceté. Parce que j'avais besoin de survivre à ce qui s'est passé dans cette pièce. Et je l'ai fait. Je vais bien. J'ai des amis qui me connaissent. Un travail dont je suis fier. Une vie qui est la mienne. J'ai regardé mon père. Vous avez dit que j'avais eu les restes. Ce que j'ai réellement eu, c'est la liberté de découvrir qui j'étais sans votre instrument de mesure. Donc, d'une certaine manière, vous avez fait de votre mieux. Votre mieux n'était pas suffisant, mais cela m'a appris à trouver quelque chose de mieux. Ma mère a ouvert la bouche. Je n'ai pas fini. Ma voix est restée égale. Vous avez dit aux gens que j'avais fait une dépression nerveuse. Vous avez inventé une histoire pour vous protéger. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre comme n'étant pas une petite chose. Ce n'est pas un malentendu, ni une figure de style, ni une façon de protéger votre vie privée. C'est effacer ce qui m'est arrivé et le remplacer par une version où je suis le problème. J'ai besoin que vous sachiez que je sais que vous avez fait ça. J'ai fait une pause. C'est tout. Je ne demande pas d'excuses. J'ai cessé d'en avoir besoin de votre part il y a longtemps. J'ai pris mon sac. Tu vas encore partir, a dit ma mère. Sa voix était plate. Je vais rendre visite à Emma samedi, ai-je dit. Vous êtes ses parents et c'est à elle de décider quelle relation elle a avec vous. Il ne m'appartient pas de lui enlever cela. J'ai regardé ma mère, puis mon père. Mais vous n'avez pas à décider quelle relation vous avez avec moi. C'est moi qui décide. Et pour l'instant, je n'en veux pas. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Mon père a appelé mon nom une fois. J'ai appuyé sur le bouton, j'ai attendu et je suis entré quand les portes se sont ouvertes. Le trajet de retour a pris 31 minutes en raison de la circulation de l'après-midi sur la 75. J'ai appelé Destiny depuis le parc de stationnement avant de démarrer la voiture et j'ai parlé pendant 20 minutes. Elle n'a pas donné d'opinion ni de solution. Elle a juste écouté, ce qui est la chose que j'apprécie le plus chez elle. Quand je suis rentré, je me suis préparé du thé, je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé par la fenêtre jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je n'ai pas beaucoup dormi. C'était la partie honnête. La semaine qui a suivi a été la partie la plus difficile de toute cette histoire. Pas à cause de mes parents, mais à cause de ce qui grandissait entre Emma et moi. Elle m'envoyait des messages depuis le centre. De courts messages au début. La nourriture ici est terrible. Mon infirmier s'appelle Wendell et il est extrêmement joyeux. À 7h00 du matin, j'ai répondu. Nous avons trouvé le rythme lentement, comme deux personnes qui redécouvrent une langue qu'elles ont apprise enfant et à moitié oubliée. Samedi, je lui ai rendu visite pendant 2 heures.
Nous avons parlé de son divorce. Nous avons parlé de ce à quoi elle voulait que sa vie ressemble après. Elle avait fait du travail de consultante en ingénierie à domicile. Elle pensait à le prendre plus au sérieux. Je lui ai parlé de mon travail, de mes amis, de mon habitude de courir. Elle a demandé ce qui m'avait poussé à commencer la course à pied. La colère, principalement, ai-je dit, et elle a ri. Et cette fois, ça n'a pas semblé faire aussi mal. Elle m'a posé des questions sur la thérapie. Je lui ai parlé du docteur Chery, de ce à quoi ressemblaient concrètement 5 ans de ce travail. Emma avait une thérapeute à Atlanta qu'elle consultait depuis 2022. Nous avons parlé de ce que nous avions toutes les deux compris dans ces cabinets et que nous n'avions jamais compris en grandissant. Sais-tu quelle est la chose la plus utile que ma thérapeute m'ait jamais dite, a demandé Emma. J'ai secoué la tête. Elle m'a demandé de quoi je pensais que mes parents avaient peur. Pas ce qu'ils voulaient, ce dont ils avaient peur. Elle s'est déplacée prudemment dans le lit et j'ai réalisé que la réponse était la même pour nous deux. Ils étaient terrifiés à l'idée d'être ordinaires, d'élever des enfants ordinaires. Alors ils ont fait de l'une de nous la preuve qu'ils ne l'étaient pas, et de l'autre la preuve de ce qu'ils avaient surmonté. Et aucune de nous n'a eu le droit d'être simplement une personne. J'ai réfléchi à cela pendant un moment. L'enfant prodige est le bouc émissaire. J'ai dit, tu en as entendu parler. J'ai une thérapeute, moi aussi. Nous sommes restés silencieuses pendant un petit moment. Je ne sais pas si je peux leur pardonner, ai-je dit. Je veux être honnête à ce sujet. Je ne suis pas dans une situation où le pardon me semble être quelque chose vers quoi je travaille. Et j'ai arrêté de me sentir coupable à ce sujet. Je n'y suis pas encore non plus, a dit Emma. Je ne sais pas ce que je vais faire avec eux. J'ai besoin de comprendre ce que j'attends de cette relation, si tant est qu'il y en ait une, sans que l'accident me donne l'impression de leur devoir de la proximité. C'était une réponse honnête. Je l'ai respectée. Une chose à la fois, ai-je dit. Une chose à la fois. Je suis parti à 3:30. Le trajet de retour durait 19 minutes. Je me suis arrêté dans un café sur North Island et je me suis assise dehors pendant un moment à regarder les gens passer. Un père a soulevé une petite fille sur ses épaules. Un couple s'est disputé au sujet d'un itinéraire au coin d'une rue. Une femme de mon âge était assise seule à la table voisine de la mienne, lisant un livre au dos cassé, en soulignant des choses. J'ai pensé à ce que je dirais aux gens s'ils me demandaient pourquoi je suis allé à cet hôpital. La réponse facile est parce qu'Emma a demandé après moi. La réponse un peu moins facile est parce que j'avais fait assez de travail pour savoir qu'aider quelqu'un qui vous a blessé n'est pas la même chose que de lui pardonner. Et ce n'est certainement pas la même chose que de retourner à ce que vous étiez. Je ne suis plus cette personne. Je ne suis plus la fille à la table 4 près de la porte de la cuisine, mangeant seule du poulet marsala pendant que son père la comparait à un ensemble de défauts de fabrication. Je ne suis plus elle depuis des années. Aller à cet hôpital n'a rien changé à cela. J'y suis allé parce que je pouvais me le permettre, parce que j'étais assez forte pour y entrer et en sortir sans les laisser m'atteindre et réorganiser les choses. Il y a encore une chose que je dois vous dire. 3 jours après avoir rendu visite à Emma au centre, j'ai reçu un message texte d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Quand je l'ai fait, il venait de ma tante Hélène, la sœur de mon père. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis avant mon départ. Claire, j'ai entendu ce qui s'est réellement passé à la fête ce soir-là. Doug m'a dit que tu étais là-bas à l'hôpital et ce que tu as dit à tes parents. Je te dois des excuses. J'ai ri. Je n'aurais pas dû. Je suis désolé. Je l'ai lu 4 fois. Je n'ai pas répondu ce jour-là. J'y ai réfléchi. J'en ai parlé au docteur Chery. Elle m'a demandé ce que je voulais faire d'excuses qui arrivaient 5 ans plus tard. J'ai dit que je n'en étais pas sûr. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucune règle disant que je devais les accepter rapidement, complètement, ou même les accepter tout court. Elle a dit que je pouvais en prendre acte et ne rien faire d'autre, et que ce serait suffisant. J'ai répondu 2 jours plus tard. Merci d'avoir dit cela. Je l'apprécie. C'est tout ce que j'ai dit. Emma est sortie mardi. Elle est retournée dans son appartement, celui qu'elle avait gardé après le divorce. J'y suis allé le samedi suivant avec de la nourriture d'un restaurant thaïlandais qu'elle m'avait dit aimer. Nous avons regardé un film. Nous n'avons pas parlé de nos parents. Nous avons parlé de choses normales,
d'un podcast qu'elle écoutait, d'une rénovation de cuisine qu'elle envisageait. Quand je suis parti à 10h00 du soir, elle a dit qu'elle m'enverrait un message pour prendre un café la semaine prochaine. J'ai dit, d'accord. Voici où en sont les choses maintenant. Je suis toujours à Virginia Island, je cours toujours 3 matins par semaine, je suis toujours au même travail, bien qu'une promotion soit en discussion. Je vais en thérapie un mardi sur 2. Je dîne avec Destiny, Marcus et Priya le dernier vendredi de la plupart des mois. Mon appartement a des plantes à la fenêtre que je garde en vie, ce qui ressemble à un petit succès. Emma et moi construisons quelque chose lentement. Je ne dirais pas encore que nous sommes proches, mais je dirais que nous sommes honnêtes l'une envers l'autre, ce que nous n'avons jamais été en grandissant. Nous prenons un café toutes les 2 semaines environ. Nous apprenons à être 2 adultes distincts qui partagent une origine, au lieu de 2 positions dans le récit de quelqu'un d'autre. Mes parents ont envoyé un courriel. Un seul courriel à l'ancienne adresse qu'ils ont dû trouver quelque part. Mon père l'a écrit. Je pouvais le deviner à la structure des phrases. Il a dit qu'ils étaient désolés pour la douleur que la fête avait causée et qu'ils espéraient que nous pourrions trouver un moyen de redevenir une famille. Il n'a pas dit qu'il avait eu tort de dire ce qu'il avait dit. Il a dit qu'il était désolé pour la douleur que cela avait causée, ce qui est une chose tout à fait différente. Le genre d'excuse qui s'excuse de votre réaction plutôt que de leur action. Je l'ai lu une fois et je l'ai fermé. Je n'ai pas répondu. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être pas. J'ai arrêté de me faire des promesses sur qui je deviendrai par rapport à eux. Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de prédire ce que je ressentirais plus tard, je me suis trompé. La guérison ne suit pas un calendrier. Je le sais maintenant. Je le sais de la même façon que je connais mon rythme de course. De la même façon que je sais quel message de prière nécessite un appel en retour et lesquels se contentent d'un emoji, par la répétition, en y prêtant attention. Les gens me demandent si je regrette d'être allé à l'hôpital, si je regrette d'avoir laissé Emma revenir dans ma vie, si je regrette de ne pas en avoir dit plus à mes parents ou d'en avoir dit autant. La réponse est non à tout cela. J'y suis allé parce que je l'ai choisi en gardant les yeux ouverts. J'ai laissé Emma revenir parce qu'elle m'a montré la version d'elle-même qui a fait le travail. J'ai dit ce que j'ai dit à mes parents, non pas pour les blesser en retour, mais parce que j'avais besoin qu'ils sachent que je n'étais pas l'histoire qu'ils avaient racontée. Que je n'avais pas fait de dépression nerveuse. Que je n'étais pas parti par jalousie. Que j'étais parti parce que rester m'aurait obligé à les croire. Je ne les crois pas. Je ne les ai jamais crus. J'ai juste dû m'éloigner assez pour cesser d'entendre leur voix plus fort que la mienne. Si vous êtes encore là, merci. Et si une partie de tout cela vous semble familière, je veux vous demander quelque chose. Pas à propos de votre famille, pas à propos du pardon ou de la réconciliation ou de ce que vous devriez faire. Juste ceci. Savez-vous qui vous êtes quand on ne vous compare pas à quelqu'un d'autre? Parce que moi, je ne l'ai pas su pendant longtemps. Je pensais que cette question était rhétorique. Quelque chose que les gens disaient dans les livres de développement personnel, mais c'est une vraie question avec une vraie réponse. Et trouver la mienne m'a pris 5 ans, 2 thérapeutes et beaucoup de matins à courir dans l'obscurité avant que la ville ne se réveille. Je m'appelle Claire Donovan. J'ai 29 ans. Je ne suis les restes de rien du tout. Je suis exactement ce que j'ai fait de moi-même.